Bienvenue à l'atelier 2B, dont le thème est la requalification des îlots dégradés. Alors, pour nous accompagner pendant cet atelier, je n'aurai pas 3, mais 2 intervenants, puisque Emmanuel Lebris de l'ANCT, et qui est chef de projet du programme Petite Ville de Demain, est malade, une mystérieuse maladie récemment trouvée. Mais donc elle est désolée de ne pas pouvoir être présente. Mais les deux autres intervenants prévus auront un peu plus de temps de parole. Il s'agit donc de Florence Desilles, qui est chargée de mission à l'ANA, chargée de mission lutte contre l'habitat indigne. Et puis Arnaud Portier, inutile vraiment de le présenter, le directeur de l'EPF local du Pays Basque, mais également secrétaire général de l'association des EPFL. Et nous aurons également une intervenante en vidéo avec un petit témoignage de Claude Bertolino, la directrice de l'EPF PACA. Alors avant de vous passer la parole, juste un petit message d'introduction. Des mots-clés, évidemment, que vous entendrez probablement lors de cet échange et dans les discussions avec la table. Habitat ancien, bâti existant, rénovation, requalification, réhabilitation, patrimoine, centralité, quartier ancien, attractivité, revitalisation, redynamisation, subvention, déficit, foncier, portage, expropriation, DUP. Normalement, on devrait les répéter. J'espère. Mais ce thème de la requalification des îlots dégradés, on a souhaité l'aborder parce que c'est un sujet de longue date dans les politiques publiques de centralité puis de quartier ancien. Mais c'est un écho également avec des préoccupations du moment, le besoin de logement, les enjeux de sobriété foncière évidemment, le sujet de l'attractivité dans les programmes que l'État a pu développer. Et puis, les thèmes aussi de facture énergétique, de pouvoir d'achat, d'accès au logement, qui sont aussi des thèmes qui reviennent très fréquemment. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir comment finalement les EPF interviennent dans ces politiques qui sont souvent évidemment sous maîtrise d'ouvrage des communes ou des intercommunalités, et sur lesquelles évidemment l'ANA participe depuis quasiment sa création, dans différents domaines de subvention et d'appui et d'expertise. Eh bien, moi, je vous propose de commencer tout de suite parce que le programme est probablement un petit peu chargé pour cette discussion. Et on va tout de suite faire un premier échange et on va passer la parole à Madame Desilles sur présenter un petit peu les modes d'intervention dans ces îlots dégradés, le cadre général un peu dans lequel ça se passe, les objectifs aussi qui sont un peu attendus, et puis déjà la question des méthodologies de projet, et puis les partenariats qui sont nécessaires à agir. Donc vous avez une petite présentation que je vous propose de passer pendant que vous pouvez présenter votre propos sur la manière dont l'ANA, en tout cas, accompagne les territoires sur cette question de l'action sur les îlots dégradés. Bonjour, vous m'entendez ? Ok, bonjour à tous. Donc Florence Desilles de l'ANA. Donc l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, qui a été créée en 1971. Et donc initialement, son intervention, c'est en direction des particuliers pour améliorer l'existant sur la question du logement. Et aujourd'hui, depuis 2010, l'ANA intervient aussi pour apporter des financements pour du recyclage d'îlots, ce qu'on appelle RHI Tirori. En gros, là, sur cette diapositive, l'idée, c'était de vous montrer les différentes modes de financement allant de l'incitatif au coercitif. Donc les aides propriétaires occupants, propriétaires bailleurs. On est vraiment sur l'amélioration de l'existant et on maintient la propriété privée. Il y a le coercitif, où lorsque la collectivité se substitue aux propriétaires défaillants face à une situation d'habitat dégradé qui est qualifiée par une procédure de péril ou d'insalubrité, par exemple.
Et on maintient aussi la propriété privée. Donc c'est vraiment l'enjeu, là, c'est de sécuriser le logement ou le bâtiment, si on est en copropriété. Et troisième point, donc le volet coercitif, où on s'approche plus sur du recyclage donc d'îlots, qu'on appelle RHI-Tirori, où là, l'approche est totalement différente. On est sur des financements qui sont dédiés aux collectivités ou un tiers qui va intervenir pour son compte, un aménageur, un bailleur social, éventuellement aussi un EPF. Et l'échelle d'intervention, ce n'est plus le logement, ça va être nécessairement le bâtiment ou éventuellement un ensemble de bâtiments, un îlot. Et là, on passe sur une maîtrise publique du foncier. Et la démarche va au-delà de l'amélioration. On est soit sur de la démolition, de la restructuration très lourde, en vue d'y faire du logement adapté au mode de vie actuel. On peut ne pas avoir que du logement en sortie, mais majoritairement du logement. Donc on est bien sur une question où on va s'attaquer effectivement alors, à l'îlot. Alors effectivement, l'îlot, on parle de un ensemble de rues avec à l'intérieur de l'habitat, mais donc ça c'est éventuellement un gros îlot, tout dépend de la taille des rues, mais on peut aussi s'intéresser à finalement quelques unités foncières dans un îlot dégradé, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, on peut nous apporter un financement, donc nécessairement ça va être à l'échelle d'un bâtiment, mais on peut avoir plusieurs bâtiments contigus ou non. Et donc, en effet, les financements RHI, Tirori, quand on parle d'îlots, on est sur des petits îlots ou sur un immeuble isolé. On peut avoir 2-3 parcelles avec 2-3 immeubles ou 2 parcelles avec un seul immeuble à cheval sur les 2 parcelles. Mais en effet, on n'est pas sur l'échelle d'intervention, ce n'est pas le logement, c'est forcément le bâtiment. Et donc, on va regarder les critères d'éligibilité à l'échelle du bâtiment. Et par ailleurs aussi, le projet de sortie peut être à une certaine échelle, par exemple sur 5 bâtiments, et sur ces 5 bâtiments, on pourra apporter un financement au prorata des immeubles éligibles, par exemple 3 bâtiments. Alors, vous avez aussi donné une carte qui est intéressante parce qu'on aurait pu la croiser avec d'autres cartes sur justement ce qu'a évoqué le représentant du ministère sur aussi la place des EPF locaux ou d'État. Voilà. Mais pour vous, les interventions sur lesquelles vous intervenez, il n'y en a pas partout, en fait, finalement, sur le territoire national. On voit qu'il y a quand même quelques départements qui sont concernés, et certains plus que d'autres. Oui, tout à fait. Alors après, là, ça va dépendre de l'acculturation des territoires sur ce type de projet. Mais avant d'évoquer le fait que tous les départements n'ont pas forcément recours à ce type d'outils, nous, ce que l'on constate, c'est qu'on a des territoires avec des profils assez variés qui viennent solliciter nos financements. On peut aussi bien avoir des métropoles, Marseille, ma métropole d'Aix-Marseille, Bordeaux, Paris, mais on a aussi des territoires ruraux, très ruraux. La plus petite commune qui porte un projet de ce type, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une commune de moins de 100 habitants. Saint-Croix-en-Lauzes, voilà. Ou Saint-Michel-l'Observatoire, qui a moins de 1000 habitants. Et donc, on a des profils assez variés et on est sur des territoires aussi très variés en termes de problématiques. On peut avoir des territoires avec des problématiques patrimoniales assez fortes, des territoires où on a des problèmes de vacances assez importantes et où sur d'autres territoires, on a une pression foncière qui est assez conséquente et qui pèse dans le déficit de l'opération. En tout cas, mon message derrière ce que je viens de vous dire, c'est qu'on est sur un outil qui semble convenir à une diversité de territoires qui, en apparence, n'ont pas du tout le même profil, mais qui ont tous des mêmes enjeux, à savoir des situations d'habitat indigne. Et au-delà de l'habitat indigne, c'est aussi un outil de financement qui peut permettre de contribuer pour redynamiser un centre-bourg, un quartier, un centre-ville. Puisque en intervenant sur ce type, même à l'échelle d'un immeuble, ça impacte aussi l'environnement direct, les espaces publics et les riverains également. RHI Tirori, vous l'avez évoqué. Un peu de précision peut-être sur l'acronyme, ce terme un peu barbare, oui, on dirait sorti d'un manuel de médecine. Oui. Voilà. Mais en fait, c'est de la chirurgie à l'îlot dégradé. Oui, c'est ça. Alors, RHI Tirori. Donc, RHI, c'est résorption de l'habitat insalubre ou dangereux. Donc,
pour le faire simplement, on est sur des immeubles qui sont frappés d'une procédure de police. Soit on est sur... alors, je vais utiliser les termes anciens avant 2021, si ça ne gêne personne. Donc, soit on est sur une procédure de péril ordinaire avec interdiction définitive d'habiter, soit on est sur des arrêtés d'insalubrité irrémédiable. Autrement dit, des immeubles qui sont très, très dégradés, qui sont voués à une démolition, qui ne peuvent pas rester en l'état. Donc, classiquement, les immeubles en RHI sont voués à être démolis. Mais parfois, ils ne sont pas démolis, notamment quand on est dans un périmètre SPR. Dans le centre-ville de Rennes, on ne peut pas démolir. Et on a des financements RHI malgré tout. Tirori, c'est un peu le même principe. On est sur des procédures de police et sur une DUP d'ORI. Donc Tirori, ça veut dire traitement de l'habitat insalubre remédiable et opération de restauration immobilière. Donc là, la particularité sur ce financement Tirori, on peut avoir des immeubles qui vont être qualifiés de dangereux par une procédure de police, péril ordinaire ou insalubrité remédiable. Et on peut aussi avoir des immeubles qui sont frappés d'une opération d'aménagement, la fameuse DUP d'ORI, DUP, déclaration d'utilité publique, opération de restauration immobilière. La petite nuance pour l'ORI, alors je ne sais pas si vous connaissez, enfin oui, j'imagine que vous connaissez l'ORI, mais bon, je vais faire un... Allez-y, parce que tous les acteurs et les opérateurs fonciers n'agissent pas forcément jusqu'à ces problématiques. Tout dépend de leur contexte, tout dépend des demandes éventuellement des collectivités. Et donc, des éléments de précision, je pense, sont les bienvenus. Donc, je réponds à la place de la salle. Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Donc, ORI, opération de restauration immobilière, on est vraiment sur l'amélioration de l'habitabilité. On n'est pas forcément sur des questions de santé publique ou de dangerosité. On ne va pas lancer une ORI sur un immeuble à défaut de mettre un arrêté de péril. On peut avoir les deux, mais l'ORI ne va pas remplacer un problème de structure qui menace de s'effondrer. L'ORI, moi j'appelle ça un peu l'outil de la dernière chance, ou l'entre-deux, entre l'incitatif et le coercitif, puisque donc c'est une déclaration d'utilité publique, donc on a une injonction à faire des travaux auprès du propriétaire, donc il a une liste de travaux à faire, il vient voir la collectivité pour dire si oui ou non il veut le faire, donc il a deux possibilités, soit il s'engage à faire les travaux, soit il exerce son droit de délaissement en disant « moi je ne fais pas ». Et si le propriétaire exerce son droit de délaissement ou ne répond pas, la collectivité va faire à la place. Mais on n'est pas sur des travaux d'office, puisque en ORI, en plus de faire à la place, elle va aussi maîtriser le foncier. D'où l'opération d'aménagement, maîtrise du foncier. Et donc, si je reviens à notre financement Tirori, le financement Tirori sur un immeuble qui va être sous cette procédure est mobilisable à partir du moment où la collectivité va intervenir. Donc on n'utilise pas ce financement pour apporter un appui financier si le propriétaire fait les travaux. C'est seulement et uniquement si la collectivité ou le tiers va le faire à sa place. Ici, quelques informations concernant du coup, vos modes de subvention sur ces dispositifs. Oui. Alors, que ce soit en RHI ou en Tirori, on a le même type de subventions mobilisables. Donc, on a des subventions pour les études et des subventions pour la phase opérationnelle. Donc, en termes d'études, on a deux types d'études. L'étude de faisabilité, que moi j'aime bien appeler, qui est une aide à la décision. En gros, c'est une fois qu'on a repéré un certain nombre d'immeubles, eh bien, on va faire appel à un prestataire pour la collectivité ou un tiers qui va réaliser des études d'ensemble. Ça va être sur le foncier, sur le bâti, sur des études de programmation et aussi sur la faisabilité financière avec différents scénarios. Alors, on n'est pas sur des études extrêmement poussées, mais l'objectif, c'est de pouvoir se rendre compte si, oui ou non, l'outil de financement RHI Tirori est le plus adapté, et aussi pour que la collectivité ou le porteur de projet se rende compte si, en fait, quels sont les engagements qu'il va prendre s'il s'embarque dans ce type d'opération, quels sont les délais que ça va prendre, quels sont les risques, les moins-values. Donc vraiment une aide à la décision. Juste une précision, est-ce que ces éléments d'études de faisabilité, elles sont conditionnées à la réalisation d'OPA, RU par exemple, ou pas du tout, ou elles peuvent être quand même complémentaires?
Alors, le financement RHI, c'est une aide de droit commun. Mais dans la vraie vie, on constate que énormément d'opérations se font dans le cadre d'opérations programmées type OPA-RU ou dans le cadre d'un périmètre en rue lorsque c'est l'ANA qui va financer le recyclage du lot sur l'habitat privé. Pourquoi ? Parce que le faire dans le droit commun, ça nécessite pour la collectivité, pour le porteur de projet, souvent la collectivité plutôt, quand on est dans le droit commun, d'avoir une bonne connaissance, alors que lorsqu'elle est intégrée, elle a un projet d'ensemble, forcément elle a une équipe dédiée, elle a des partenaires, notamment des EPF, des bailleurs sociaux, des aménageurs, et donc elle a toute une équipe autour d'elle qui ont les compétences pour réaliser les études nécessaires et engager une certaine dynamique. Merci. Alors là, la question, c'est finalement, on va s'attaquer au bâti, mais et on va s'attaquer à l'amélioration d'un quartier. Pour vous, quelle est la plus-value justement dans des opérations d'ensemble d'aller, on va dire, traiter encore, pour utiliser un terme médical, traiter la verrue, traiter le problème finalement, parce que si on déclenche ces dispositifs, c'est bien qu'il ne se passe rien et que le morceau est malade et qu'il faut pouvoir traiter, d'où l'intérêt d'une intervention publique un peu musclée. Oui, alors en fait, quand on est dans une démarche de projet urbain, il n'y a pas un seul outil à utiliser pour intervenir sur tout un périmètre. Donc on va mixer les aides incitatives. L'idée, c'est que la collectivité ne se retrouve pas propriétaire de tout, ou que le bailleur social ne soit pas propriétaire de tout le centre-ville. Mais en effet, à certains moments, l'initiative privée ne va pas y aller parce que ça coûte trop cher, parce que le marché n'est pas assez dynamique. Et par ailleurs, lorsqu'on on est sur un foncier qui a du potentiel, suffisamment spacieux, ou à l'inverse, qui a du potentiel mais qui n'est pas suffisamment important pour pouvoir faire venir une initiative privée, du coup, il va falloir y aller, employer la méthode un peu plus forte et d'avoir recours à du recyclage d'îlots. Et ça va permettre plusieurs choses. Donc, la première, de pouvoir proposer une offre de logement adaptée, et aussi d'impulser une nouvelle dynamique. Sur certains territoires, ils ont pu se rendre compte que en traitant un immeuble ou deux immeubles, ça a permis d'enclencher une certaine dynamique dans la rue ou dans les quartiers environnants, et de faire venir de nouveaux investisseurs, des investisseurs privés. Et donc, du coup, on voit que ça peut être un peu un outil de démarrage pour impulser à nouveau l'initiative privée sur certains territoires. Alors, l'intervenante de l'ANCT n'est pas là, mais vous avez présenté tout à l'heure une cartographie un peu des dispositifs. Là, une information sur laquelle je vous propose de revenir un peu, mais sur le budget qui est consacré à ces opérations. La question, c'est plutôt de se projeter un petit peu dans l'avenir. C'est qu'on commence à voir probablement que ces budgets deviennent un peu plus croissants. On peut supposer aussi qu'il y a de plus en plus de cas et de situations sur le territoire. Là aussi, l'État, au travers de ses périmètres ORT, le développement des OPA-RU qui sont en lien souvent avec ces programmes, Action Cœur de Ville, PVD, est-ce qu'on ne va pas avoir aussi un peu un phénomène de croissance de ces problématiques, parce que l'habitat dégradé, indigne, il est partout en France, et qu'il faut pouvoir s'y attaquer, on va dire, que ça soit en grande ville ou que ça soit sur une petite commune. Vous l'avez exprimé, mais quel est, selon vous, un peu le ressenti justement sur cette, finalement, non pas la découverte du problème, mais sa géographie peut-être nouvelle qui doit probablement changer dans les années à venir? En effet, depuis 2010, l'enveloppe financière croît, et on voit une augmentation assez significative depuis 2018 avec le programme Action Cœur de Ville, et puis l'arrivée de nouveaux territoires avec Petite Ville de demain. Donc on a en effet, depuis 2010, on va dire les premières années, c'était plutôt des profils métropolitains, et aujourd'hui, on a de plus en plus de territoires en zone rurale. Alors, ça impacte, il y a un impact à plusieurs niveaux. Donc, l'enveloppe financière qui croît, au début, elle était de 10 000 euros. On est passé à 12 000 euros jusqu'en 2017. Depuis 2018, on est à 15 millions d'euros. En 2020 et 2021, l'enveloppe a été complètement saturée. Et cette année, on est passé à 24 millions. Et on est en train de négocier pour pouvoir, on l'espère, avoir
une pérennisation de cette enveloppe, peut-être pas à hauteur de 24, mais on espère qu'on va tendre vers ce montant-là. Et sur les territoires, en effet, l'autre impact, c'est qu'on a comme interlocuteurs donc des territoires ruraux, des territoires de villes moyennes, c'est très très varié, et donc avec des niveaux de connaissances qui sont assez variés, et aussi des acteurs avec des profils variés aussi sur les territoires et une connaissance plus ou moins pointue sur le sujet. Donc, ce qui rend aussi la mission intéressante et riche. Et on se rend bien compte que même si tous les départements ne sont pas encore couverts par ce type d'opération, enfin de financement ANA pour ce type d'opération, on voit qu'il y a un intérêt croissant pour ce type de financement. Merci. Je vais me tourner un petit peu du côté du représentant des EPFL. Îlot dégradé, intervention, rôle de l'ANA, complémentarité. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu justement sur la place des EPF, sur la question de la maîtrise foncière, l'appui aussi auprès des collectivités locales qui se saisissent de ces questions-là, mais sur lesquelles il est nécessaire d'avoir une certaine expertise de la question foncière, au-delà du simple diagnostic sur le délabrement du bâti. Oui, alors effectivement, il y a une pleine complémentarité dans les démarches. Si on prend en considération le positionnement et l'action des EPF, ça a déjà été dit. En fait, leur objet, c'est bien sûr de négocier, d'acheter, de porter et finalement de remettre à disposition ce foncier pour la mise en œuvre donc, des projets. Comme ça l'a été dit, en fait, l'intervention sur les quartiers anciens dégradés, elle nécessite effectivement une expertise préalable. Elle nécessite une définition finalement des immeubles qui doivent être l'objet des interventions. L'intervention d'un EPF n'a pas pour fonction prioritaire d'aller acheter un immeuble pour le revendre à un opérateur privé directement derrière. Alors ça peut être dans le cadre d'une opération globale qu'une partie effectivement des biens maîtrisés soit remis à disposition d'un opérateur privé. L'objectif, c'est plutôt de travailler avec des bailleurs sociaux, avec des opérateurs publics, dans des financements, effectivement, comme on l'a évoqué, qui sont souvent des financements publics. Et finalement, la grosse difficulté, nous, aujourd'hui, on constate, pour travailler dans des secteurs tendus et dans lesquels on a effectivement ces problématiques, la difficulté, c'est d'arriver à coordonner, comme l'a dit Madame, juguler en fait les éléments qui peuvent se faire par de l'initiative privée. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, la collectivité, les bailleurs sociaux, le PF n'ont pas vocation à maîtriser l'ensemble du centre-ville. Pour autant, l'initiative privée est bien, mais il ne faut pas non plus, dans une zone tendue, qu'elle vienne générer des références, puisque en fait, on a des opérateurs qui interviennent privés pour faire ces opérations de réhabilitation qui vont donc, comme on le fait nous, faire de l'acquisition foncière. Que s'ils sont amenés à faire de l'acquisition foncière à n'importe quel prix, alors certes, derrière, ils vont développer des opérations. Je prends l'exemple de la ville de Bayonne, avec laquelle on travaille, sur laquelle il y a possibilité de faire des opérations en loi Malraux, donc avec des systèmes de défiscalisation, qui permettent effectivement aux opérateurs donc, de commercialiser à des prix des logements en accession libre, qui leur permettent derrière de faire des acquisitions et du coup des travaux effectivement conséquents sur certains immeubles. Ça peut avoir un effet négatif derrière sur l'intervention publique en matière de création de références. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a quand même aujourd'hui, c'est à quel niveau de prix on est en capacité de maîtriser ces biens. Puisqu'on sait que derrière, de toute façon, les travaux de réhabilitation, et on l'a déjà dit, on est aussi sur des obligations, et c'est normal, des respects de normes constructives, que ce soit en matière de consommation d'énergie et tout un tas d'autres choses qui sont effectivement coûteuses et qui génèrent derrière des logements, avec un objectif qui est forcément porté par la collectivité de produire des logements locatifs sociaux ou accession sociale, ou si on est en accession libre, essayer effectivement d'avoir un cœur de cible qui soit plutôt les ménages à revenus moyens que les cadres supérieurs ou des hauts niveaux de revenus. Donc ça génère effectivement des complexités. Et puis ça a été dit aussi ce matin, la plupart, alors il y a des cas particuliers comme on l'a à Saint-Nazaire, mais majoritairement quand même on a des situations où quand on a affaire à un immeuble de 10 appartements, on a affaire à 10 propriétaires différents, avec des situations différentes. On a l'occupant, la petite dame de 85 ans qui est presque née dans cet appartement et qui
s'il est marié, il y a élevé ses enfants et qui ne se voit absolument pas partir. Donc quand on va la trouver, qu'on lui explique qu'on va lui casser son immeuble ou qu'on va complètement lui refaire son appartement, il va falloir qu'on l'accompagne pour habiter ailleurs. Et puis l'investisseur qui, lui, a loué pour louer à des étudiants à n'importe quel prix, en n'entretenant pas forcément l'appartement. Donc on a tous ces contextes-là qu'il faut arriver à gérer. Et donc c'est vrai que ça nécessite forcément une expertise importante. Ça nécessite vraiment, enfin je crois que c'est un peu le thème de la journée, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une association de tous les acteurs, être capable de se parler, de se coordonner et d'essayer de comprendre finalement quelles sont les problématiques, les difficultés que peuvent rencontrer. Parce que c'est pas parce qu'une fois que le bien est maîtrisé que derrière le dossier est forcément fini. On a des cas, je pense encore une fois à Bayonne, où on est arrivé à la conclusion, malgré des participations importantes d'acteurs comme l'ANA, l'ANRU, la collectivité, on est arrivé au constat qu'on avait malgré tout encore un déséquilibre d'opération. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il a fallu encore essayer de trouver d'autres solutions. Voilà, donc c'est effectivement quand même des choses, des dossiers assez complexes. Et puis, autre élément que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, et vous l'avez très bien dit, quand on parle bâti ancien dégradé, on pense centre-ville et finalement commune urbaine. Mais alors, tant mieux pour certains territoires si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on a aussi beaucoup de bourgs ruraux qui aujourd'hui, finalement, sur la place du village, on n'a que des maisons fermées, pour ne pas dire en mauvais état, avec des lotissements qui se sont développés autour. Et ce qui se profile en matière de politique, mais aussi ce qu'on constate en matière finalement de demande et de volonté portée par les élus, mais aussi par les habitants de la commune, c'est souvent la volonté de revenir vivre au centre-bourg et de recréer finalement ces dynamiques de centre-bourg. Et là, pareil, quoi, on a besoin effectivement d'aller investir en tant qu'acteur public ces centres-bourgs pour créer des initiatives et donner envie peut-être à d'autres propriétaires présents, privés, sur le secteur, de se dire bah, tiens, ça marche, on peut peut-être faire quelque chose. Donc moi aussi, je vais m'engager dans la restructuration de mon bien. Petite précision, tu parlais d'intervention, alors Bayonne, mais aussi la place du village d'une petite commune. Sur le territoire de l'EPF, deux secteurs en action cœur de ville. On n'a qu'une commune. Action cœur de ville, 5 PVD. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, est-ce que là aussi, on assiste à l'émergence de la problématique habitat dégradé au travers des plans guides, au travers des démarches de diagnostic finalement de la problématique. La problématique logement, elle existe sur le territoire d'intervention de l'EPF. Mais est-ce que vraiment cette thématique habitat dégradé, comment va-t-on faire? Avec qui s'associer? Est-ce que c'est général? Ma question, c'est est-ce que voilà, ce phénomène un peu d'archipélisation de la problématique habitat dégradé, qui correspond à la réalité du terrain, est-ce que l'EPF il l'observe également? Enfin, je dirais que nous, Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, je dirais rien de nouveau sous le soleil, quoi. Enfin, alors c'est c'est dit. Non, mais Action Cœur de Ville à Bayonne était une commune PNR CAD, sur lequel il y avait un PNR CAD. Donc c'est vrai que finalement Action Cœur de Ville, c'est la continuité de la réflexion qui avait été menée sur le PNR CAD. Petite Ville de demain, les 5 communes qui ont été identifiées, parmi elles, certaines avaient porté candidature pour être Action Cœur de Ville, donc ce qui veut dire qu'elles avaient quand même engagé un certain nombre de démarches. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les espaces, les secteurs qui sont remontés finalement dans ces réflexions sont des espaces sur lesquels aujourd'hui tout un tas de réflexions et d'ingénierie ont été engagées bien avant la mise en place des programmes, quoi. Donc, alors peut-être que c'est lié à la situation du territoire qui fait qu'on a effectivement une pression foncière très forte, une problématique du logement très élevée. Et au-delà finalement de ces 6 communes, le constat, il est fait partout. Alors là aussi, peut-être qu'il faut rattacher quand même certaines situations finalement à une façon de vivre des gens. Il est vrai qu'au Pays Basque, il y a un attachement très fort en fait des gens à leur commune d'origine. Il y a un monde associatif qui est très fort. On voit, c'est absolument pas exceptionnel,
de voir des jeunes actifs qui s'installent finalement sur l'agglomération bayonnaise parce qu'ils travaillent sur cette agglomération, mais être originaire d'un village à 30, 40, 50 km de là, et être membre des associations de leur village. Et finalement, quand on discute avec eux, quelque part, leur projet, c'est demain de pouvoir revenir s'installer dans leur village d'origine et participer à la vie de ce village. Donc on a un vrai dynamisme finalement autour de ces villages. Il y a une implication très forte de la jeunesse, des jeunes. On le voit aux dernières élections municipales, on a eu un renouvellement de 50% des élus en fait au niveau du territoire, avec énormément de jeunes, d'équipes jeunes qui sont arrivées finalement à la direction au pilotage des mairies. Et en plus, je dirais, comparément à ce qu'on a pu voir par le passé, où des équipes sont arrivées un peu parce que les copains disaient bon, on en a marre de voir l'autre à la mairie, et si on se lançait, si on faisait une liste, mais n'avaient pas forcément réfléchi à un projet. Eux sont arrivés en ayant vraiment réfléchi, bâti une réflexion sur comment ils voient le développement de leur commune demain. Et c'est là où, du coup, alors je fais une petite incise, mais c'est là où on a des réflexions aujourd'hui et des incompréhensions totales avec l'annonce du ZAN, quoi. C'est-à-dire qu'on leur parle de PLUI, et vous avez des communes, des jeunes qui aujourd'hui sont volontaires pour développer leur commune, faire venir justement et permettre aux jeunes du village, voire des villages voisins, de pouvoir s'installer. Il y a de l'emploi, de l'offre d'emploi non pourvue, parce que malheureusement les gens n'ont pas possibilité de trouver des logements. Donc ils ont vraiment envie d'y répondre pour garder et conserver cette structure économique. Et là, on est en train de leur dire, bah, écoutez les gars, dans les 30 ans qui viennent, il va vous rester 4 permis de construire, quoi. Autant dire qu'ils sont catastrophés. Et donc ça génère effectivement des débats et des tensions assez importantes. Petite intervention pour un peu en lieu et place de la représentante de l'ANCT. Moi, je vous signale quand même deux guides, enfin un guide et puis une boîte à outils qui avait été réalisée il y a quelques années, qui dresse quand même un beau panorama de l'ensemble des dispositifs qu'il faut mobiliser dans ces problématiques finalement de redynamisation des centralités, donc qui aborde tout un tas de sujets, mais qui traite effectivement de la question plus particulière des îlots dégradés. Donc, ils sont très complets, c'est plutôt à l'attention des collectivités locales, évidemment. On y remarque quand même le rôle des EPF d'État ou des EPF locaux, notamment de celui de PACA, et on va avoir l'intervention de la directrice, qui va intervenir sur un sujet un peu particulier, et on va l'écouter sur une intervention vidéo, mais EPF PACA qui intervient également sur des communes de Man, je crois, dans les Alpes de Haute-Provence, et donc sur des interventions vraiment un peu lourdes, parce que sur un îlot assez grand, mais là aussi, finalement, ces moyens souvent axés vers des grands territoires, on voit bien que c'est dans d'autres territoires. Ils font référence également à l'EPF du Pays Basque et à ces outils qu'ils développent pour tenter de répondre à la problématique économique. Mais je crois que sur la partie un peu illustration, on va s'y attacher un peu. Je vous propose, pour rebondir un peu sur on va dire le deuxième round sur le rôle des EPF et sur la manière d'agir, d'écouter Claude Bertolino à propos d'une intervention particulière. C'est plutôt une intervention à crise, donc c'est pas ce que l'ensemble des EPF aimerait agir, puisqu'elle intervient à propos de l'intervention de l'EPF PACA suite au sinistre de la rue d'Aubagne à Marseille. Donc effectivement, c'est l'ensemble des dispositifs avec les feux verts de l'État et les moyens financiers et puis coercitifs pour conquérir, mais qui montrent qu'effectivement, quand ça va mal, on peut aller jusque-là. Suite au drame, la métropole a approuvé le 13 décembre 2018 sa stratégie territoriale durable et intégrée de lutte contre l'habitat indigne et dégradé. Elle a ensuite décidé de s'engager sans délai dans l'action avec les outils existants. Elle a sollicité l'EPF par courrier
dès le 14 janvier 2019 afin d'intensifier et accélérer l'action foncière publique de l'établissement en complément d'autres opérateurs historiques sur le site, en l'occurrence la Soleam et 2 concessionnaires d'éradication de l'habitat indigne, Marseille Habitat et Urbanisme Aménagement, dans le cadre de sa nouvelle stratégie adoptée sur le territoire de l'hypercentre de la ville de Marseille. La métropole a demandé au printemps 2019 à l'EPF de se rendre disponible auprès des propriétaires des biens situés sur la partie impaire de la rue du numéro 65 au 83 de la rue d'Aubagne, afin de savoir si ils étaient vendeurs à l'amiable de leurs biens. Le conseil d'administration de l'EPF, le 25 novembre 2019, a validé une convention avec la ville et la métropole, spécialement dédiée au site de la rue d'Aubagne, parce que jusque-là, nous intervenions dans une convention d'opération Grand Centre-Ville qui était plus générique. L'arrêté de déclaration d'utilité publique a été délivré à l'EPF en juin 2021 et l'ordonnance d'expropriation est intervenue dans la foulée le 21 septembre 2021. La déclaration d'utilité publique concerne 3 immeubles en monopropriété et 6 en copropriété, représentant un total de 71 logements, une dizaine de locaux commerciaux et des annexes. Antérieurement à la délivrance de l'ordonnance d'expropriation, l'EPF a d'ores et déjà acquis 30 lots, 19 logements, 6 commerces et 3 annexes à l'amiable. La phase judiciaire est aujourd'hui terminée. L'ensemble des jugements indemnitaires a été rendu et seulement 8 propriétaires en ont fait appel. Les entrées en jouissance se font progressivement sur les lots ou immeubles pour lesquels il n'y a pas eu appel de la décision du juge de l'expropriation. La DUP de la rue d'Aubagne relevant de la réserve foncière en termes de procédure, le projet d'aménagement futur est en cours d'élaboration par les collectivités compétentes. Le rôle de l'EPF durant la durée de portage de ces immeubles est de maintenir la structure très fragilisée des bâtiments afin de garantir la sécurité des personnes transitant sur la rue d'Aubagne et les avoisinants dans l'attente de la définition, de la validation et de la réalisation du projet définitif. C'est assez carré comme intervention, on pourra remarquer, mais effectivement on voit 2018, le drame, et puis rapidement, effectivement, l'ensemble des procédures lancées, validées, et là en 2022, un nombre relativement important de biens maîtrisés. On peut supposer aussi que les propriétaires n'ont pas opposé, n'ont pas fait beaucoup d'opposition à la démarche. Moi, j'ai envie de poser la question à Lana. Là, on voit à quoi sert un EPF sur sa partie musclée, mais pour vous, à quoi ça sert un EPF justement dans des opérations de plus petite taille, auprès de plus petites collectivités, et surtout avec quelle complémentarité avec l'expertise de l'ANA et l'accompagnement de l'ANA sur justement les thématiques et auprès de quelle collectivité vous avez commencé à l'aborder, mais finalement, je pense que c'est le point commun, c'est que vous intervenez à quel moment et auprès de quelle collectivité justement par rapport à cette problématique d'ingénierie et de moyens. Alors, en effet, dans de nombreuses opérations, on voit les EPF. Alors, c'est plutôt des acteurs, on va dire, du second plan. Nous, nos subventions, elles sont généralement attribuées à des collectivités, des bailleurs sociaux, des aménageurs. La plus-value pour les EPF, notamment dans les zones rurales, c'est de pouvoir faire du portage foncier, d'apporter un appui quand même assez important pour ces collectivités qui n'ont pas les moyens, mais aussi à faire, mener du conseil en matière de maîtrise foncière, parce qu'il y a différentes façons, et notamment lorsqu'il y a des recours. Donc c'est quand même une certaine, on va dire, sécurité et aussi un acteur important pour pouvoir enclencher ce type de projet et sécuriser aussi auprès des collectivités, parce que c'est certaines collectivités pour qui c'est une grande première, donc elles n'ont pas connaissance des différents acteurs qui fait quoi. Et lorsqu'on leur explique, dans le chaînage, il y a l'EPF, il y a l'aménageur, il y a le bailleur social, donc vous n'êtes pas tout seul. Et ils ont des professionnels qui sont chacun spécialisés dans une thématique, et que, en effet, en s'appuyant sur eux, ça rend le projet un peu plus faisable, notamment en termes de responsabilité pour un élu. Il y avait d'autres questions. Est-ce qu'on peut me les redire ? C'était aussi la question, oui, finalement, de l'expertise, l'ingénierie, parce qu'effectivement,
on s'attaque à des sujets difficiles. Et là aussi, vous, en plus, votre mission aussi au niveau national, c'est d'aller aussi en expertise des situations les plus compliquées, finalement, Oui, oui. localement. Oui, je ne parle pas d'habitat indigne en restant dans un immeuble haussmannien dans le cœur de Paris, hein, je vous rassure. Donc je vais sur le terrain. Et en effet, oui, à quoi sert l'ANA, outre le fait d'accorder des financements, c'est aussi d'aller sur site assez régulièrement, plutôt en amont des projets. Donc on est sollicité par les services déconcentrés de l'État. Et concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des visites sur site. On réalise des réunions de travail avec les collectivités, les acteurs. Donc ça peut être des aménageurs, des bailleurs sociaux, des EPF, pour expliquer donc notre fonctionnement et aussi apporter de la méthode. Puisqu'en effet, sur certains territoires, notamment en zone rurale, dans différents départements, où c'est vraiment une première, et on reprend la base, réaliser des études, comment on s'y prend, quels sont les acteurs à mobiliser, à quel moment. Et donc, et de mettre aussi l'accent sur la nécessité de réaliser des études et la nécessité de sécuriser ces opérations dès la phase étude, d'avoir bien tout en tête. Parce que la maîtrise foncière, à partir du moment où on est sur une maîtrise publique, enfin maîtriser du foncier qui est privé à l'origine, forcément il y a un risque de contentieux qui est présent. Et donc il faut pouvoir l'anticiper. Combien de temps ça va durer, combien j'ai d'interlocuteurs en face de moi, combien j'ai de propriétaires. Et puis, il peut y avoir aussi des locataires qui vont demander, exiger à revenir sur site dans le même logement, sauf que ce n'est pas possible. On ne peut pas réavoir le même logement du fait de l'évolution. Donc la contestation de plusieurs choses. Les modalités d'acquisition, la contestation sur le bien fondé des procédures de police pour justifier qu'on est sur un habitat dégradé. Et tout ça, ça peut impacter le bon déroulement de l'opération. Et si en plus, en parallèle de ça, on mobilise des financements, notamment les financements de l'ANA, il y a aussi des délais. Et donc, on peut se retrouver avec plusieurs réalités à gérer, la vraie vie et puis la réalité des financeurs. Et il faut bien articuler le tout. Ce qui était évoqué, Arnaud, c'était qu'un EPF, il n'intervient pas forcément en opposition à l'ensemble des autres acteurs. Il doit créer aussi des partenariats. Je crois dans la présentation, préalablement à cette discussion, on a eu un échange. Tu as évoqué le partenariat avec le CAUE aussi sur justement l'aide un peu au diagnostic des situations délicates. Et puis la manière de projeter aussi le projet sur une centralité. Le rôle aussi de l'EPF pour probablement faire les premières opérations, servir d'exemplarité, également pour que les opérations privées puissent enchaîner un petit peu et suivre le mouvement. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer, je n'en doute pas, sur cette question-là et sur ce rôle essentiel des EPF? Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est très juste ce que vous dites, et je rajouterais en plus parmi les sujets que souvent on a du mal, en tout cas qui sont des vraies problématiques, c'est la problématique du relogement. C'est-à-dire parce qu'on intervient, on le dit effectivement quelquefois sur des immeubles qui ont fait l'objet de déclarations, d'arrêtés, et effectivement ils sont fléchés comme devant être réhabilités. Pour autant, ils restent malgré tout occupés. Et quelquefois, ils restent occupés par des locataires. Et bien souvent, les locataires qu'on va avoir dans ces logements-là ne sont pas des gens avec des revenus conséquents. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et une des difficultés qu'on rencontre, nous, souvent, c'est d'arriver justement à mettre en place ce processus de relogement. C'est-à-dire qu'on l'a déjà dit ce matin aussi, on essaie d'associer les bailleurs sociaux, mais les bailleurs sociaux, dans leur parc, ils n'ont pas toujours la disponibilité de logements libres pour temporairement ou pas, repositionner effectivement ces personnes. Il y a l'inconnu, et je l'ai dit un peu ce matin, mais malheureusement, je fais le constat aujourd'hui qu'on a de plus en plus d'incertitudes parce qu'on construit des modèles, on construit des projets, mais à quel prix véritablement allons-nous être capables de maîtriser ce foncier ? Nous, on a un exemple dans le dossier du PNR4, par exemple, on est intervenu sur 8 immeubles. On a monté un dossier de DUP. On a un propriétaire pour un appartement qui nous a opposé, si vous voulez, de la résistance. Tout le reste, on l'a fait à l'amiable.
Ce propriétaire a contesté la DUP et on a eu un jugement du tribunal qui nous a assis, mais qui nous a dit, en fait, votre déclaration d'utilité publique, elle est incontestable. L'utilité publique du projet est incontestable. Mais bon, vous avez fait une DUP foncière. Il aurait peut-être été préférable de faire une DUP projet, donc on vous pète la DUP. Voilà. Donc on s'est retrouvé finalement dépourvu de l'outil, alors qu'on avait... et comme vous l'avez dit, avec des délais de réalisation des projets, puisque des financements engagés, avec effectivement un financement déclenché au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Et avec, donc on a failli foutre par terre en fait l'aménagement. Et ça s'est terminé comment? C'est qu'on a dû transiger avec ce propriétaire sur un prix. Et on a indemnisé ce propriétaire sur la valeur de son appartement. Et c'est tout ce qu'il voulait. Il voulait gagner plus d'argent. Donc en fait, ça reste quand même une inconnue importante. Et donc oui, enfin, je veux dire, on fait le constat, c'est que ces opérations, elles sont immontables et irréalisables et inconcevables s'il n'y a pas cette collaboration, cet échange, cette mise en commun de la connaissance, chacun apportant effectivement son savoir-faire et sa plus-value. Et pour ce que tu disais sur le fait d'essayer d'être le déclencheur finalement de la mise en œuvre d'opérations, c'est vrai que y a pas mal de communes qui font cette démarche-là de dire voilà, sur un quartier, on va initier finalement la mise en œuvre d'une opération, et puis ça donnera peut-être envie à des riverains et donc à des propriétaires voisins d'en faire de même. Autant sur du centre-bourg, entre guillemets, de petites communes, on a quand même une forte chance d'avoir de la monopropriété, donc les gens pourront déclencher. On se rend compte quand même que chaque fois qu'on est sur de la copropriété et dans des centres-villes, il va être très compliqué d'arriver à fédérer 20, 25 propriétaires pour qu'ils aient tous envie, ensemble, qu'ils soient en capacité de le faire, parce que ça nécessite des investissements, ça nécessite de l'argent. Et donc, effectivement, de se dire, allez, on y va. Alors après, il y a des OPA, il y a des choses comme ça qui peuvent les encourager, mais ça reste quand même très, 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 très compliqué et très lourd, finalement, à faire démarrer. Alors, question EPF, il intervient en subsidiarité un peu des projets de requalification, ou bien il est acteur, finalement, de la démarche publique pour être un peu la première pierre du démonstrateur de la nécessité de faire de la requalification? Question piège un peu, mais... Ouais, non, mais enfin, on peut se trouver dans les deux situations. Je pense que l'idéal, c'est d'être bien sûr acteur. Après, ce que Claude vient d'expliquer, très clairement, là, les immeubles se cassent la figure, il faut trouver une solution. On est en urgence, on se rend compte quand même qu'on est dans un pays où l'urgence, on est 4 ans après, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la catastrophe et 4 ans après, on a encore 8 propriétaires qui font appel de la décision qui leur a été proposée. Ça, je pense aussi, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on a une lourdeur administrative, on a, de ce que je racontais sur la procédure de DUP, c'est quand même ahurissant aujourd'hui que dans un programme PNR-CAD, donc qui fait l'objet quand même d'une convention avec l'État, qui fait l'objet d'un ciblage très précis, enfin de choses comme ça, on puisse se retrouver, voilà, c'est ce que vous avez là, on puisse se retrouver effectivement avec un propriétaire qui est capable de faire tout capoter et de foutre en l'air toute une démarche publique. Et avec en plus, là, alors la particularité du centre ancien de Bayonne, c'est qu'on a des îlots d'habitat où il est nécessaire en fait de faire des opérations de curtage. Donc en plus, on est dans de la réhabilitation où on va être obligé de démolir en fait et on va réduire finalement les surfaces d'habitation par rapport à celles qui sont acquises au départ. Donc on est en plus, de toute façon, la réhabilitation déjà, quand on achète 1000 m² de plancher pour refaire 1000 m² de plancher, on sait qu'on est déficitaire. Mais en plus, quand on va en refaire que 800, c'est clair que là, c'est même plus déficitaire, quoi. Donc on est effectivement sur ces problématiques. Et avec des situations, là aussi, il y a des choses qui, à mon avis, sont à travailler, à faire évoluer. Vous avez des gens et avec des acteurs, enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis quelquefois un peu... Mais on a des notaires, on a des agents immobiliers qui ont passé des actes, qui ont vendu des appartements à des gens, qui avaient des servitudes de curtage clairement établies dans des actes. Les notaires qui, bien sûr, se sont bien gardés de mettre l'accent auprès des acquéreurs sur ces servitudes de curtage. Pour ceux qui ne savent pas, la servitude de curtage, quand vous achetez un appartement, on peut vous obliger la réalisation des travaux. Donc, vous pouvez être contraint de payer la démolition de votre logement, quoi. Donc, quand vous achetez un appartement, on y réfléchit à 2 fois. Et ces gens-là, en fait, ont acheté, et encore une fois, avec des agents immobiliers et tout, qui, bien sûr, ont encaissé
leurs subsides et n'ont absolument pas prévenu ces propriétaires. Dans certains cas, on est allé voir des gens qui avaient acheté des appartements à 100 000 euros. On en a un, on lui a acheté 15 000 euros. Et quand on est sorti de chez le notaire, il nous a dit merci. Parce qu'en fait, j'ai compris que c'était les 15 000 euros, je récupère au moins quelque chose. Si j'avais dû faire par moi-même, ça m'aurait même coûté de l'argent, quoi. Donc, et ça, tout ça, c'est même pas réglementé. C'est-à-dire que ces gens-là ne seront jamais poursuivis, alors qu'on crée des situations. Et après, on peut comprendre qu'un propriétaire, ils disent bah non, moi je suis désolé, j'ai acheté 100 000, je ne vois pas pourquoi je ne percevrai que 15 ou 20 000 euros de mon appartement. Et tout ça parce que des professionnels au départ n'ont pas fait leur boulot, quoi. Et c'est-à-dire que encore plus en milieu de bâtis anciens dégradés, on trouve ces situations avec évidemment parfois, on va dire, une malfaçon d'apporter une expertise, en tout cas une connaissance pour des propriétaires évidemment pas forcément au courant de leurs obligations. On se rend compte que même nous, qui sommes au quotidien là-dedans, on en apprend tous les jours, on en découvre tous les jours. Imaginez quelqu'un, le kidam, qui achète un appartement, il est à milieu de pouvoir comprendre et imaginer tous ces aspects-là. Et donc c'est vrai moi je pense qu'il y a vraiment besoin de légiférer là-dessus et d'encadrer les choses. Et puis aussi, je pense que d'arriver à peser, ou en tout cas de revenir dans quelque chose qui, à mon avis, après c'est un avis personnel, mais on a un peu perdu. J'ai du mal à comprendre quand un juge de l'expropriation, par exemple, dit moi, de toute façon, j'utilise la méthode, et il le dit en audience, j'utiliserai la méthode qui est la plus favorable financièrement aux propriétaires. Ça pose la question de l'intérêt public, quoi. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on est sur des opérations-là, encore une fois, si la collectivité n'intervient pas, et moi, c'est ce que je crains, sincèrement, quand on discute avec des techniciens en collectivité et avec certains élus, c'est qu'on peut arriver à un moment à un ras-le-bol de certaines collectivités qui disent finalement, je m'en fous, c'est pas chez moi, quand ils ont le pouvoir de police et ainsi de suite, mais finalement chaque propriétaire a qu'à se débrouiller avec son immeuble, et s'il prend le toit sur la tête, je vais pas aller investir, parce qu'à chaque fois c'est des montants d'argent public conséquents. Heureusement, on a des aides qui viennent quand même quelquefois permettre de réaliser des opérations à peu près équilibrées, mais c'est quand même toujours très compliqué. Et puis alors, ce qui est le summum du summum, et c'est pour ça que nous, on a essayé de développer un autre modèle, c'est quand vous voyez des gens qui achètent ces appartements et qui, en plus, derrière, font de la plus-value, quoi. Donc là, on est dans un système aussi qui est champion du monde, quoi. On va aborder ça juste après. À propos, justement, des procédures, on parlait du juge d'expropriation, donc ça veut dire probablement qu'il y a bien eu une procédure préalable. On a surtout entendu la DUP en réserve foncière. Il y a eu un petit peu la DUP travaux, et c'est vrai que ce n'est pas toujours envisageable côté EPF en fonction de la manière dont le maître d'ouvrage finalement a un peu initié ou pas une réflexion. La DUP Vivien, qui est aussi un peu propre à la question des îlots dégradés, en tout cas des bâtiments insalubres ou plutôt indignes. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, et est-ce que moi je veux bien avoir une réaction dans la salle sur la pratique justement de ces autres DUP par les EPF, ou en tout cas dans des cadres d'intervention d'EPF. Oui. Alors si vous pouvez éventuellement donner des éléments sur la DUP Vivien, parce que je pense que en tant que Anna et en intervenant, peut-être vous conseillez les collectivités sur cette disposition qui est parfois justifiée dans des cas précis sur des communes qui ont peut-être initié des démarches de police, en tout cas. Oui, alors en fait, la DUP Vivien, elle est liée à des procédures de police bien spécifiques. Donc c'est lorsqu'il s'agit d'un arrêté de péril ordinaire avec interdiction définitive d'habiter ou d'insalubrité irrémédiable. Et en fait, en gros, l'état de dégradation est tel qu'il y a utilité publique à intervenir pour ce motif-là. Alors que, je vais essayer si je l'explique autrement, c'est nous, nos financements RHI Tirori, nous, notre porte d'entrée, c'est il faut prouver que l'immeuble soit fortement dégradé. Donc, il nous faut une procédure de police. OK. Après, la grande question, c'est une fois que j'ai ça, comment je fais pour acheter mon bien si le propriétaire ne veut pas? Donc, il faut que je puisse sécuriser ma maîtrise. Donc, ma maîtrise foncière. Donc, je vais employer une DUP. La plupart du temps, la collectivité ou le tiers va utiliser la DUP aménagement pour justifier l'utilité publique d'acquérir et faire du logement social en sortie.
Ok, très bien. Sauf que quand on est sur ce type de procédure de police, insalubrité irrémédiable ou interdiction définitive d'habiter, la DUP Vivien est mobilisable et c'est au titre du niveau de dégradation. En fait, le bien est tellement dégradé que la DUP Vivien s'applique. Et en gros, c'est une DUP qui, on va dire, procédure plus simplifiée. Elle a deux intérêts, donc elle est entre guillemets plus rapide, donc simplifiée. Et la deuxième chose, c'est sur le montant du bien. Les domaines ont une obligation de méthode. Exactement. C'est que classiquement, les domaines vont procéder sur les autres biens vont faire une estimation valeur vénale. Et il y a aussi un autre mode de calcul qui est la valeur Vivien. Et la valeur Vivien, c'est la valeur du terrain nu moins les travaux prescrits par l'arrêté, les travaux de démolition. Et donc, des fois, on peut se retrouver avec un euro symbolique. Bon, bien entendu, à Marseille ou à Lyon ou à Paris, on ne sera pas un euro symbolique. Même en Vivien, on peut être sur des montants assez conséquents parce que le foncier est plus important. Mais donc du coup, ce mode de calcul permet d'avoir quand même une minoration quand même assez importante et de pouvoir négocier le prix avec le propriétaire. Bien entendu, si le propriétaire fait un recours et que ça va jusqu'au juge de l'expropriation, en effet, les juges de l'expropriation peut revoir à la hausse la valeur du bien. Et en effet, en France, on va dire la limite par rapport à ce type d'opération, c'est que la propriété privée prime sur l'intérêt public et donc le propriétaire, quelle que soit la situation, est toujours entre guillemets protégé. Monsieur a acheté ou madame a acheté un bien, on lui retire pour un projet d'intérêt collectif. Ok, mais voilà, c'est sa propriété privée. Donc du coup, en effet, c'est ça la grande difficulté sur ce type d'opération, c'est l'éventualité d'avoir une multiplicité de recours, que ce soit pour la maîtrise foncière, l'histoire du relogement, et aussi sur les procédures de police qui peuvent être attaquées, et donc tout tombe par terre. Et juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question des situations dégradées, moi je trouve que c'est en fait... Cette difficulté, en fait, elle se trouve surtout quand on est sur de l'habitat ancien, parce que plus c'est ancien et plus il y a des hommes de l'art et des artisans du dimanche qui sont passés par là au fil des décennies et des époques. Et donc, on a un potentiel de désordre et de style de bricolage qui se perpétue. Et en effet, on peut se retrouver des fois dans des centres... couplés aussi sur des territoires qui sont assez denses. Enfin, denses, il y a une pression foncière, une certaine dynamique. Et on peut se retrouver en effet avec historiquement des cœurs d'îlots qui devaient être des cœurs d'îlots et non pas des annexes de cuisine pour le restaurant ou la cage d'escalier qui était initialement utilisée pour distribuer plusieurs immeubles, qui a été plus ou moins condamné, on ne sait pas comment, et avec des terrasses qui sont à mi-chemin sur deux immeubles. Et ça, en effet, on va le retrouver plus facilement sur des territoires urbains. Après, c'est aussi dans des villes moyennes, ce n'est pas forcément des villes avec une dynamique incroyable, mais en tout cas des villes ça peut être des villes moyennes, des villes-préfectures qui ont eu un âge d'or et qui ne l'ont plus forcément maintenant. Mais voilà, en effet, c'est là où on se retrouve avec des situations un peu abracadabrantes soit d'un point de vue technique, mais aussi maîtrise foncière. Et juste DUP Vivien, elle peut également être déléguée finalement à un EPF ou un opérateur, éventuellement l'aménageur qui a une concession. Complètement. Dans le cadre d'une concession d'aménagement, en fait, la collectivité délègue l'entièreté de l'opération et dans les missions, ça va être la maîtrise foncière via différents modes, à l'amiable, le droit de préemption, expropriation, et dans l'expropriation, il peut y avoir le vivien. Tout à fait. Est-ce que certains l'ont pratiqué? Ou si vous voulez intervenir, en tout cas, voilà, le micro tourne. Voilà. Ouais, je suis relativement peu d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est pas un problème juridique, je pense, la résorption d'habitat insalubre. On a tous les outils pour le faire, c'est assez simple, c'est un dossier de DUP. La difficulté, c'est que l'habitat insalubre, c'est un problème de santé publique et ça se définit par rapport à ça. Est-ce qu'un logement est dangereux ou pas par les habitants? Et que les normes qui permettent de faire une cotation d'insalubrité, elles datent des années 70. Donc un logement, s'il y a un conduit de cheminée,
un point d'eau, une fenêtre et un peu d'éclairement, eh ben, ça va être très difficile de le qualifier d'insalubre irrémédiable. Et à partir de là, quand on a une cotation qui est boiteuse et qu'on qualifie d'insalubre irrémédiable quelque chose qui ne l'est pas au vu des textes, forcément on est bloqué. Et donc, et on est bien dans la RHI, habitat insalubre, et donc RHI, on pense santé publique. On ne pense pas immeuble menaçant ruine, immeuble dangereux. Donc aujourd'hui, on essaye de bricoler des trucs qui marchent bien en théorie, parce qu'effectivement, la procédure, elle est assez simple. On fait un bilan d'opération en récupération foncière, coût de démolition, on met ça dans les tableurs, c'est assez facile. L'expropriation pour cause d'utilité publique, à partir du moment où on a une cotation qui n'est pas contestée, c'est assez facile. Il n'y a même pas d'enquête publique. On fait le bilan, on met les cotations de RHI et on arrive très vite à l'expropriation. Et après, fixation judiciaire du prix. C'est pas très compliqué. Sauf que le problème, c'est on est sur le Code de la santé publique, sur des critères qui datent des années 70 et qu'aujourd'hui, il faudrait effectivement qu'il y ait une évolution législative et redéfinir ce que c'est que l'habitat insalubre, ce que c'est que l'habitat marchand de sommeil, parce qu'effectivement, dans des quartiers comme à Bayonne, etc., il y a des spécialistes. On va mettre 2 grippins électriques, le logement, oui, monsieur, il y a un point de chauffage, regardez. J'en ai fait, j'ai vu des logements, on parle d'isolation, des cotations d'insécurité. Le mec, il avait isolé ses logements, il collait des boîtes à œufs au plafond, ça faisait de l'isolation, et on voit du n'importe quoi, et c'est très difficile. C'est très difficile avec les critères qu'on a, parce que les grilles de cotation, elles sont ce qu'elles sont, c'est très difficile de qualifier aujourd'hui un logement insalubre irrémédiable si on applique vraiment les textes. En tout cas, on peut s'étonner que sur la rue d'Aubagne, par exemple, la procédure Vivien sur le menaçant ruine, finalement, sur les bâtiments adjacents, n'ait pas été préférée à finalement une DUP réserve foncière, qui n'a peut-être pas été plus compliquée à réaliser. En tout cas, elle n'avait pas besoin de justification, en tout cas. Oui, c'est ça. En fait, on va au-devant d'un problème juridique sur finalement la qualification première et non pas la suite de la procédure. Juste si je peux compléter, en effet, par rapport à ce que dit monsieur, je rajoutais, il y a une autre difficulté, c'est qu'en effet, là, on en parle de manière théorique, pour avoir un arrêté d'insalubrité irrémédiable, ou même remédiable, il faut que les logements soient occupés. Et quand on intervient sur des territoires vacants, bien les centres-bourgs, on peut constater qu'il y a une insalubrité, mais l'Agence régionale de la santé ne mettra pas de procédure, puisque en effet, eux, leur porte d'entrée, c'est l'aspect santé de l'occupant. S'il n'y a pas d'occupant, il n'y a pas de dangerosité. Et donc, en effet, ça peut être la difficulté pour pouvoir prendre un arrêté de ce type, auquel s'ajoutent en effet des normes qui n'ont pas été mises à jour depuis. Et aussi, quand on est sur de l'habitat dégradé, on est face à nous, des propriétaires, des bailleurs indélitaires qui peuvent très bien maîtriser le droit et qui savent très bien comment jouer avec. Donc là aussi, finalement, au lieu d'utiliser une procédure d'abandon de biens, on va aller vers finalement la souplesse et l'hyper-souplesse de la DUP réserve foncière, en fait. Parce que là aussi, une collectivité pourrait très bien, sur un bien vacant et un peu et dégradé, on va dire, menaçant ruine, on pourrait aller sur l'abandon de biens. Mais finalement, il y a peut-être plus de sécurité aujourd'hui à utiliser ce dispositif finalement qui fait foi de la DUP réserve foncière, qui est relativement généralisée sur bon nombre d'acteurs opérationnels. En effet, une DUP réserve foncière, en fait, comme le disait monsieur, il faut avoir un projet. Donc après, il faut justifier le projet, alors que la DUP Vivien, elle est sur un point bien spécifique sur les questions de dangerosité. Et donc ça veut dire, au préalable, pouvoir prendre un arrêté approprié. Je crois qu'il y avait une autre intervention. Oui, mais en fait, vous avez répondu. J'avais la question, parce que je découvre la DUP Vivien, s'il y avait une enquête publique. Et du coup, voilà, j'ai vu la réponse. Merci.
Et sinon, j'avais du coup une deuxième remarque, c'est sur la dissociation du foncier du bâti. Donc ça, c'est pas forcément le rôle des EPF, mais nous, à la métropole, là, on essaye sur les baux longue durée, d'aller de manière, on va dire, épisodique sur certains biens vacants. C'est la transition. Merci. Enfin, on va l'utiliser, en tout cas, cette transition, parce que sur l'intervention sur Bayonne, et ce que tu as commencé à esquisser et sur le volet opérationnel et sur la difficulté de sortir l'opération par son coût, tout en gardant justement aussi le projet et le besoin public, l'intérêt général en tout cas probablement de la DUP ou en tout cas des interventions, c'est que pour le PF du Pays Basque, dans vos interventions, vous mêlez ça finalement à également le déploiement des dispositifs de dissociation entre le bâti et le foncier, pour là aussi essayer d'amortir encore un peu davantage la cherté des opérations dans ces opérations d'îlots dégradés. Oui, en fait, en deux mots, dire que on s'est interrogé et questionné sur la question des organismes fonciers solidaires. À partir du moment où il y avait le mot foncier, il nous semblait qu'on avait, il fallait s'y intéresser. Quand on a regardé un petit peu de quoi était constituée cette réflexion, on a trouvé beaucoup d'intérêt et finalement, au démarrage, peut-être un peu à contre-courant de la pensée générale, nous, on considérait que c'était un outil intéressant pour travailler en milieu détendu et en réhabilitation. Alors que tous les gens avec qui on en parlait nous disaient mais c'est pour la zone tendue en construction neuve. Donc, c'était en même temps notre intérêt, on couvre 158 communes. Et donc, on s'est dit, la zone tendue, c'est, on va dire, aller entre 12 et 20 communes. Donc, on s'est dit, si on se lance dans cette aventure, il faut qu'on essaye de développer un modèle ou quelque chose qui nous permette de répondre, si ce n'est pas aux 158 exactement, mais en tout cas à la grande majorité et avec effectivement l'espoir de pouvoir répondre à l'ensemble d'entre elles. Et donc, on s'est intéressé à cette démarche et on est allé jusqu'à demander donc, un agrément organisme foncier solidaire pour le PFL. Donc, on a internalisé en fait la démarche. Donc, l'organisme foncier solidaire est, on va dire, une corde en plus à l'arc de l'EPFL et à sa façon d'intervenir. Et effectivement, lorsqu'on était donc dans cette réflexion, on était mandaté dans le cadre de la convention PNR4 pour être l'acteur foncier, donc de faire les négociations de l'ensemble des immeubles concernés par les 5 îlots. Sur 4 îlots, le foncier a été rétrocédé dans le cadre de la convention PNR4, donc avec quelque part une prise en charge de la décote foncière, de la surcharge foncière, donc partagée entre donc l'ANRU et la collectivité. Et sur ce 5e îlot que l'on maîtrisait dans sa globalité, tous les modèles en fait qui étaient réfléchis et mis en avant par les opérateurs présentaient encore un déficit. Étant propriétaire de l'ensemble du foncier, on s'est dit peut-être qu'on peut essayer de regarder le projet en produisant finalement une opération en bail réel solidaire qui aurait peut-être la capacité à s'équilibrer par ce principe-là. Dans le modèle qu'on a défini, effectivement, on l'a mis dans la moulinette un petit peu des objectifs qu'on s'était donnés. Très rapidement, les obligations qu'on s'est données dans la mise en œuvre de nos projets en BRS, c'est d'abord, on intervient sur du foncier au préalable négocié et acheté par l'EPF. Il est hors de question d'aller racheter un foncier négocié par un promoteur privé et servir, entre guillemets, de constructeur de la partie sociale de l'opération que le promoteur ne peut pas faire, parce qu'on serait mis en situation de ne pas pouvoir négocier le prix du foncier et de laisser créer des références qui ne nous intéressaient pas. Donc ça, c'est un préalable absolument incontournable. Le deuxième, c'est que l'opération permette de générer des logements à minima 30% en dessous du marché local.
En zone tendue, on n'a aucune difficulté, puisqu'aujourd'hui, sur le centre ancien où on intervient à Bayonne, on doit être sur des niveaux de commercialisation des logements qui sont à 4 500 € le mètre carré. Et là, j'ai plus en tête les chiffres, mais on doit être aux alentours de... Le projet, on doit sortir des logements à 2 600 €. Et si on parle de Biarritz, là, on est carrément à 7 000 pour 3 000. Donc voilà, il y a le 30%, on est vraiment sans problème. Par contre, là où c'était important pour nous, c'était de pouvoir l'envisager justement dans ces centres-bourgs ruraux, où finalement, la problématique qui se posait, c'était, en tout cas à l'époque, parce qu'on a subi, comme tout le monde, la vague Covid et aujourd'hui, de l'attractivité et finalement un marché qui s'emballe un peu aussi sur ces zones-là. Mais à l'époque, en tout cas, on était acheter une maison dans la partie sous-lotine du territoire, donc qui est la partie la plus à l'intérieur des terres du Pays Basque. Vous trouvez une maison à 80 000 €. Donc effectivement, c'est pas véritablement la valeur du bien qui venait plomber l'opération, mais c'était plutôt les travaux de réhabilitation derrière qui finalement généraient un logement à un prix qui n'était pas attractif. Ici, sur l'exemple donné là, du 45 quai de Chao, c'est une réhabilitation? Donc là, en fait, on est dans l'acquisition de plusieurs immeubles avec des monopropriétés, des copropriétés, des locataires, donc des propriétaires occupants, des locataires habitation, des commerçants. Donc il a fallu traiter en fait l'ensemble de ces sujets petit à petit. Donc on a réalisé la maîtrise et en fait on est dans un îlot. Donc comme vous le voyez sur la partie droite de la diapo, en fait ce que vous avez en jaune sont les parties qui vont être démolies à l'intérieur de cet îlot, puisque vous voyez sur la photo de gauche, en fait le principe de construction à Bayonne, on dit que les immeubles sont en lanière, on va dire, parce qu'on a des immeubles qui sont finalement pas très larges, mais très profonds, et avec un système en fait de ce qui s'appelait à l'époque d'appartements sous 2 clés, puisqu'en fait vous aviez une cage d'escalier centrale. Et sur le palier, les gens avaient à la côté rue la partie jour de leur appartement, donc avec la cuisine, la salle à manger. Et le soir, ils fermaient cette porte-là, ils traversaient le palier et ils allaient se coucher dans la partie arrière de l'immeuble où on retrouve les sanitaires et les chambres à coucher. Sachant que cette partie arrière, comme vous le voyez sur les images, en fait, est totalement dénuée d'accès à l'extérieur et que l'accès finalement à la lumière se fait par des verrières qui sont placées sur les toits au niveau des cages d'escalier. Avec le temps, ces appartements ont été revendus et certains ont acheté la partie avant, d'autres la partie arrière. Et donc, on s'est retrouvé avec des locataires qui n'habitaient que la partie arrière. Alors, bon, on peut accepter de vivre dans un appartement où on ne peut pas ouvrir une fenêtre sur l'extérieur et avoir un accès à la lumière par la cage d'escalier. Ça encore, on va dire que c'est peut-être supportable. Le problème se pose quand il y a un incendie dans la cage d'escalier. Voilà, c'est-à-dire que là, vous avez peu de chances de vous en sortir, pour ne pas dire aucune. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, de salubrité, enfin en tout cas de qualité de l'habitat, et même si les appartements, dans certains cas, ont été réhabilités correctement et quelquefois avec goût, on a aussi le lot de bricoleurs du dimanche qui ont caché la misère ou nous ont fait des montages abracadabrants. Et donc une obligation quand même pour la collectivité aussi de gérer au regard de ce pouvoir de police et de sécurité civile des îlots, enfin des cours intérieurs dans ces îlots d'immeubles, de façon à avoir créer des accès à l'extérieur et permettre aux gens, par des coursives, des escaliers ou autres, de pouvoir s'échapper en cas d'incendie et donc de pouvoir gérer ces problématiques. On va passer sur un autre exemple sur lequel je souhaitais que Madame Desilles puisse intervenir à nouveau. C'est sur un cas pas très éloigné d'ici, sur la commune nouvelle. Et oui, en Maine-et-Loire, il n'y a que des communes nouvelles. Dombré d'Anjou. Donc en fait, c'est la commune de Pouancé, historique, du duché de Pouancé, probablement, sur lequel, du coup, vous êtes intervenu. Et finalement, les choses ont été bien faites, puisque au moment où vous nous avez envoyé les informations, eh bien, le PF de Loire-Atlantique, nous avons accueilli une nouvelle collaboratrice et qui travaillait pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire l'intercommunalité qui portait le projet. Et donc, on a trouvé ça plutôt intéressant de pouvoir mettre l'accent sur ce projet sur lequel il y a eu une opération de recyclage foncier
sur lequel du coup vous êtes intervenu en expertise complémentaire et en subvention. Et je pense que Luce pourra intervenir aussi, où là, c'était pas que effectivement des bricoleurs du dimanche, mais c'était probablement des chevaliers bricoleurs, puisqu'il y a une problématique aussi d'habitat ancien, et sur lequel, là, c'est pas l'OFS qui va devenir l'opérateur, mais c'est plutôt le bailleur social départemental qui fait l'opération. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot avant que éventuellement notre collègue Luce puisse aborder peut-être les difficultés que la commune a dû faire face. Une expertise qui n'existait pas au moment où le sujet a été abordé, donc il a fallu apprendre. Il a fallu apprendre à apprendre et pouvoir justement nécessiter les expertises nationales éventuellement, parce que, y compris localement sur les services, on disait en préfecture, il n'y avait pas eu, sur certaines procédures, il n'y avait pas eu encore de cas dans ce secteur du Maine-et-Loire, et que tout le monde était un peu dépourvu de compétences, alors que eux allaient évidemment à la pêche aux subventions pour que l'opération puisse se réaliser. Est-ce que tu souhaites t'exprimer un peu, ou Madame Desilles, c'est comme vous. Comme vous voulez, hein, vous pouvez commencer. Peut-être que ça peut être intéressant d'avoir le regard du terrain. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai rejoint le PF 44 au 1er septembre, et donc j'ai suivi ce projet pendant 5 ans. Donc Pouancé faisait partie de l'AMI nationale pour la revitalisation des centres-bourgs en 2014, et donc a lancé des premières études urbaines pour requalifier le centre-ville en 2014. Et donc on voit que ce type de projet peut s'étaler facilement sur 1 voire 2 mandats, tellement les problématiques sont nombreuses et se croisent. Donc, puisqu'on avait à la fois une réflexion sur la requalification du centre-ville, sur le maintien du commerce en cœur de ville, sur l'amélioration de l'habitat, et puis cette idée d'aérer le cœur d'îlot, et le fait qu'effectivement il y avait beaucoup de vacances dans le centre-ville, et qu'il y avait besoin de résorber, de lutter contre l'habitat indigne du cœur de ville. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est le périmètre de l'îlot Porte-Angevine, qui est un peu le projet emblématique porté par la commune d'Ombray d'Anjou. Donc c'est une commune de 9000 habitants au nord-ouest du Maine-et-Loire. Donc on a en fait la commune avait pour stratégie au départ de lancer une ORI, donc une DUP ORI sur 13 immeubles. Et puis en fait, au fur et à mesure des expertises, notamment avec le recours à un expert judiciaire, on a découvert que les situations étaient pires que ce qui était initialement pressenti, et donc la commune d'Ombray d'Anjou s'est plutôt orientée sur une opération de RHI, de démolition-reconstruction. Donc c'est le périmètre, les parcelles RHI, ce sont celles qui sont en violet, et en vert c'est un périmètre élargi, puisqu'on a également l'idée de démolir, la commune donc souhaite démolir des immeubles supplémentaires pour avoir une réflexion de création de jardins publics en cœur de ville, avec une problématique archéologique, puisqu'en fait ici on voit le rempart qui traverse l'îlot et qui a été bâti au fur et à mesure des siècles. Et puis une mitoyenneté avec un monument historique, la Porte-Angevine, qui a complexifié, on va dire, le projet, puisqu'en fait tout allait bien jusqu'au moment où il y a eu des relevés de géomètres sur les mitoyens, pour voir comment on allait renforcer les mitoyens pendant la démolition. Et en fait, la commune s'est rendue compte que la tour Angevine avait été complètement, on va dire, rabotée un petit peu de tous les côtés, et qu'il y avait un vrai enjeu de sécurité sur cette parcelle, donc qui a été intégré à la réflexion RHI. Au niveau financier, le projet, finalement, entre des estimations premières et un budget un bilan un peu... le dernier bilan auquel tu as pu encore participer il y a quelques semaines, la différence était à peu près de combien ?
Alors en fait, Grossièrement. initialement, il y avait 2 scénarios, un de démolition qui était chiffré à 200 000 € et un de réhabilitation à 600 000 €. À 600, oui, c'est ça, 600 000 € hors taxe. Donc la commune s'est plutôt orientée sur la démolition et puis les procédures coercitives, de toute façon, valider le scénario de démolition-reconstruction. Et aujourd'hui, on est sur une opération à 2,5 millions, puisqu'en fait, se sont ajoutés les problèmes d'amiante, les contraintes archéologiques, l'acquisition de la tour angevine qui a été intégrée au déficit, et son renforcement qui coûte 600 000 € hors taxe à lui tout seul. Avec une commune donc dépourvue d'EPF, et donc effectivement un dispositif qui a dû mobiliser donc les subventions de l'ANA, mais également toutes celles qui se présentaient, qui voulaient bien participer au déficit de l'opération. Donc oui, donc l'ANA participe à hauteur d'1 million d'euros sur cette opération. Le fonds friche autour de 500 000 € je crois. Il y a des financements également de la région sur la partie monument historique. Alors attention, parce que les lignes ne sont pas forcément les mêmes entre ce que subventionne la région et l'ANA. Et puis le projet du constructeur, donc Maine-et-Loire Habitat derrière, qui est le seul bailleur à bien vouloir venir en fait faire cette opération sur la commune d'Ombray d'Anjou. Donc qui est un projet là également déficitaire. Donc la commune d'Ombray d'Anjou a été invitée à participer à financer le déficit du bailleur, en plus de lui céder le terrain à l'euro symbolique. Donc c'est vrai que c'est des opérations qui sont complexes, qui durent dans la durée, et puis qui sont difficilement maîtrisables dans le sens où, même en cours d'opération, on a fait toutes les études de faisabilité. Il peut toujours arriver encore des inconnus qui peuvent remettre en cause le projet, puisqu'on s'est vu faire des avenants. Qui dit augmentation des travaux dit forcément un avenant au marché de maîtrise d'œuvre. Donc parfois on peut être un petit peu limite par rapport au marché public. Une remarque éventuellement sur ce cas justement, pour moi, qui je pense va probablement se multiplier sur des cas vraiment complexes dans des communes moyennes et qui effectivement sont dans des dispositifs, sont des choses comme ça. Donc il y aura du subventionnement. On voit ici que c'est forcément du logement social, ou en tout cas probablement. Ici, c'était peut-être difficile d'avoir un projet OFS à cet endroit-là, parce que je pense que le prix des maisons tout autour est pas, le marché n'est pas encore tendu et les prix sont encore bas. L'expertise et l'apport de l'ANA là, sur ce projet-là, justement dans ce cas de la commune de Poincé. En fait, nous, à l'ANA, on aime beaucoup cet exemple, parce que, cette opération, on le cite souvent en exemple pour différentes raisons, parce qu'on est sur un centre ancien avec une contrainte patrimoniale forte, donc forcément des coûts qui se rajoutent, sur un territoire plutôt détendu où, en fait, on sait qu'en face, l'initiative privée n'ira pas, parce que proximité d'un monument historique, avec des contraintes patrimoniales, de la démolition en cœur d'îlot, et derrière une charge foncière qui va pas permettre de combler le coût de cette opération. Et puis par ailleurs, comme le disait tout à l'heure votre collègue, on peut voir l'importance des études qui est essentielle, et aussi la sécurité juridique à avoir sur ce type d'opération. Parce qu'en effet, il y a toujours dans une opération, il y a toujours des aléas, mais si on peut anticiper au maximum via les études sur ce type de projet, en effet, dès qu'on sait qu'on est sur un centre ancien, il y a des problématiques patrimoniales qui s'ajoutent, avec des inconnus. Si on n'a pas fait sans BET structure, on ne peut pas savoir avant que, en effet, finalement, le mur de refend, en fait, il n'est pas comme si, mais il y a aussi une petite découverte derrière, et donc du coup, ça implique qu'il faut intervenir dans le jardin d'à côté. Et en fait, le jardin d'à côté, c'est pas la propriété de madame, mais c'est la propriété de on ne sait pas qui, et c'est en succession, et donc du coup, ça complique le tout. Donc c'est vraiment un cas d'école assez intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et on aime beaucoup cette opération aussi parce que typiquement, si on revient sur la diapositive avec celle d'avant encore, où là, en fait, seules les parcelles colorées violettes
sont éligibles au financement du déficit de l'ANA. Et on voit bien sur ce projet que l'opération, elle est sur un autre périmètre, un périmètre plus large. Et ça, c'est pas un problème. Bien au contraire, on a bien en tête que c'est pas parce qu'il y a 3 immeubles qui sont éligibles qu'il faut absolument que l'opération se fasse sur ces 3 immeubles. Enfin, il faut aussi être réaliste. Mais donc du coup, ça nécessite en amont une certaine gymnastique avec les chiffres, parce qu'on a un déficit d'opération à une certaine échelle, mais nous, on financera au prorata. Et donc, du coup, il faut l'anticiper avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dessus. Est-ce qu'il y a des réactions? Voilà. Le micro juste derrière, voilà. Juste une question. On voit un plan s'afficher. Quel a été le bureau d'études qui a accompagné le projet, puisqu'on voit bien que il aurait fallu peut-être des études préalables un petit peu plus approfondies. Alors moi, je n'étais pas là au lancement de ce projet, mais donc il y a une étude préopérationnelle au PARU avec Solia, je crois, et UrbanisM sur la partie bureau d'études urbanisme. Ensuite, un marché d'OPARU a été lancé, et donc c'est le prestataire de l'OPARU qui a fait des études complémentaires sur la partie financement de l'ANA pour être sûr en fait qu'on soit bien dans les clous par rapport parce qu'il était hors de question pour la commune de se lancer dans une opération de type RHI terroriste sans avoir l'assurance d'avoir les financements de l'ANA. Donc ça, c'était dans la mission du prestataire d'OPARU. Et puis après, en fait, là, c'est un premier, c'est un premier jet de scénario qui a servi ensuite au maître d'œuvre du bailleur pour lui avancer sur son projet. Sur le projet immobilier en fait. Voilà, et ensuite le bailleur et la commune ont fait un groupement de commandes. Donc il y a un permis de construire qui a été déposé pour le confortement de la tour angevine, pour le projet immobilier et pour la démolition de l'îlot. Mais il faut savoir que le plan d'aménagement il n'est pas défini à ce jour, puisqu'en fait les fouilles archéologiques n'ont pas été faites, et donc ça va forcément influer sur le projet des paysagistes en sortie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, la question, c'est est-ce qu'on aurait pu anticiper le surcoût? Non. Il aurait probablement pu y avoir des réserves, mais je ne pense pas autant, parce qu'effectivement, c'est vraiment l'élément de découverte. Un élément qui était... Enfin, on l'a vu, alors je pense que là, on arrive à 16h, normalement un peu la fin, je crois, du temps consacré. Il y a une question moi, sur laquelle je voulais intervenir, je voulais qu'on s'interroge en tout cas, c'est que dans la préparation de l'atelier, effectivement, quand on parle îlot dégradé, il y a l'intervention des bailleurs, des OFS, en tout cas des dispositifs d'habitat encadré. Et je m'interrogeais, moi, sur le lancement d'opérations en VIR ou en DIF. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de... Non, mais oui, non, mais c'est... Et effectivement, en tout cas, les dispositifs existent, ils sont indiqués, les définitions, on les trouve, mais effectivement, on n'a pas la transposition opérationnelle, en tout cas les remontées, les rares exemples, voilà, il n'y en a pas, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le modèle, il est forcément déficitaire, et donc on se tourne vers effectivement le logement d'intérêt général pour réaliser les opérations. Oui, en fait, côté USH, on avait dialogué depuis très longtemps avec les collègues de Florence sur la mise en place des dispositifs VIRDIF ouverts aux opérateurs HLM. Parce que faut rappeler quand même que, ça a été dit, l'ANA, à la base, c'est les opérateurs d'habitat privé. Donc, en fait, les opérateurs HLM et l'ANA, c'est des univers très, très différents. Donc, ça fait des années qu'on travaille ensemble sur certains sujets. Et il y avait cette idée d'ouvrir ces dispositifs aux bailleurs, avec cette idée que justement, là, c'est un très bon exemple. Il y a des contre-exemples, mais là, c'est un exemple de ce que je disais ce matin, c'est que parfois, les opérateurs HLM, ils sont les seuls à pouvoir venir. Et il y avait cette idée que c'était super intéressant de déployer ces outils VIRDIF
y compris pour les opérateurs publics, dont les HLM. On a, en revanche, on avait pointé dès le départ que l'articulation de ces outils-là avec les outils RHI-Tirori, même s'il est pensé au départ du côté de l'ANA comme étant pouvant s'articuler, donc on gère quelque part le recyclage foncier d'un côté, puis l'opération immobilière, on va dire, dans un second temps. En fait, nous, on a eu de cesse de dire qu'un opérateur HLM, s'il est face à deux dispositifs différents, deux instructions différées dans le temps, et donc aucune visibilité sur la finalité, ils n'iront jamais se positionner sur ces projets-là. Et d'ailleurs, je m'étais permise de dire à Valérie Mancretella, moi, en tant que DG, si j'étais DG d'organisme, jamais je validerais un projet comme ça. C'est un risque financier trop fort. En plus, sans parler même des surcoûts, dont là, c'est aussi un parfait exemple. Dire il y a trop d'incertitudes. Ici, je crois qu'ils ont négocié non pas un seul site auprès de la commune, mais au moins deux. Un facile. Oui, c'est ça. Et un avec des embêtements. Bah, nous, en général, c'est ce qu'on dit, c'est aller les chercher sur... faut être poli, donc j'ai envie de vous dire les coups foireux, mais voilà. Mais essentiel mais pour la essentiel commune. Parce que c'est l'image de la commune, c'est son centre historique, c'est super important pour tout le monde. Mais il y a aussi certainement des sujets un peu plus faciles à sortir, soit sur cette même commune-là, soit sur le PCI, et où du coup, en fait, c'est une vraie démarche partenariale qui s'engage et on regarde sur du multisite, etc. Mais du coup, il faut quand même sortir ces trucs-là et en se posant la question de quel produit habitat on génère. Moi, j'ai dialogué il y a quelques années en arrière avec des opérateurs HLM qui intervenaient sur Bayonne et qui me disaient le truc, c'est que c'est le plus compliqué du plus compliqué. Et à l'arrivée, on a un produit habitat, c'est un T2 sec. Sec, ça veut dire pas de garage, pas de local terrasse, vélo, pas de terrasse, rien. Et donc, du coup, on a un risque sur la commercialisation de ces logements. Et si toutefois on les commercialise, il y aura de la rotation. Et donc, on sait que ce n'est pas un produit logement qui répond à une demande, mais il faut y aller parce que globalement, on met tous le paquet dessus, etc. Et du coup, je pense que c'est... Pour revenir sur Virdif, moi, je regrette qu'on n'ait pas réussi à rendre le dispositif plus opérant. Peut-être en tout cas, il mieux articulé avec l'autre sans qu'on soit obligé de saucissonner les choses parce que je pense qu'il y a des projets qui pourraient sortir si on était dans un saucissonnage moins... En tout cas, aujourd'hui, probablement réservé à des territoires sur lesquels la problématique de cherté du logement... Et pas posé. Oui, pas posé, ou en tout cas ne pose pas. Mais en même temps, quand on va chercher l'ANA, c'est que quand même il y a un petit sujet de faisabilité financière des opérations. Donc, pour moi, le problème, il reste entier. Est-ce qu'il y a une autre remarque éventuellement pour. Mais je crois que ce sujet reviendra, je pense, probablement dans d'autres ROF, parce que. Voilà, tout le monde s'interroge en tout cas sur ces dispositifs qui ne deviennent à peine opérationnels. En fait, le nombre de dispositifs, je crois qu'on le maîtrise. Vous indiquez, vous avez des collègues qui travaillent un peu dessus, je crois. En fait, juste pour préciser, on lance une étude cofinancée ANA USH pour aller regarder quelques cas. Parce qu'on a quelques opérateurs HLM qui sont super friands de ces casse-têtes dans l'ancien et qui nous ont dit on s'arrache les cheveux, on n'y arrive pas, etc. Et donc on s'est dit on va aller regarder cela et on va les prendre par la main et on va regarder ensemble avec les services, les délégations territoriales de l'ANA, c'est quoi qui bloque pour pouvoir justement débloquer derrière. En disant, on va regarder pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi on n'arrive pas à en sortir. Et puis, une fois qu'on aura compris pourquoi ça ne marche pas, derrière, on sera plus équipé pour sortir les opérations. Donc ça, c'est ce qui nous attend dans les mois qui viennent avec les équipes de l'ANA. Et voilà, c'est pour ça que je dis, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on arrive à faire marcher le dispositif. Très bien.